Cet épisode anniversaire de Girls in Food est réalisé avec le soutien d'Italie Paris Marais et de sa directrice générale Amandine de Souza, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Merci à eux. Il y a un an, le 8 mars 2020, je mettais en ligne le premier épisode de Girls in Food pour la Journée internationale des droits des femmes. J'y pensais depuis un an, j'hésitais à me lancer. Ce 8 mars, j'étais fébrile. Est-ce que des auditeurs allaient être au rendez-vous ? Et très vite, vous avez chaque dimanche été plus nombreux à faire de Girls in Food votre rituel hebdomadaire. Depuis, plus de 40 femmes m'ont confié leur histoire. Leurs histoires. Des histoires de tradition familiale, d'entrepreneuriat, de vocation, d'innovation, de reconversion, de réinvention de soi, mais toujours de passion. Le point commun de toutes ces manières d'entrer en gastronomie. Pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes et fêter le premier anniversaire de Girls in Food, je vous propose un épisode choral réalisé avec le soutien d'Italie Paris Marais et de sa directrice générale Amandine de Souza. Une manière de rendre hommage à toutes les femmes qui font vivre la gastronomie aujourd'hui. À travers 5 témoignages de femmes, une chef, une entrepreneure, une autrice photographe, une chef d'entreprise et une journaliste, on comprend que plus que jamais, les métiers de la gastronomie sont pluriels et qu'il n'y a pas de parcours idéal, mais une multitude de chemins pour y accéder. Ces 5 femmes ont accepté de raconter leur histoire, de partager leur expérience et de nous en dire plus sur leur vision des choses. Certaines voix vous seront familières, car vous les avez déjà entendues au micro de Girls in Food. D'autres sont de nouvelles venues, au parcours tout aussi inspirant. S'il en était besoin, cet épisode montre, une fois encore, que les femmes peuvent tout faire, malgré les obstacles qu'elles trouvent sur leur route, en particulier dans le domaine de la gastronomie. J'espère que ces interviews croisées donneront confiance à celles et ceux qui nous écoutent, et peut-être même le déclic pour se lancer, sans angélisme, mais avec une bonne dose d'énergie. Dans cette première partie du podcast, découvrez le parcours de nos 5 invités. Amandine de Souza, directrice générale d'Italie Paris Marais, Alexia Duchesne, chef de cuisine, Céline Chung, entrepreneure et restauratrice, fondatrice de la Bao Family, Annabelle Chakmes, journaliste, autrice et photographe, et Anne Luzin, directrice des rédactions des magazines Le Chef et Turiès. Bonne écoute. Bonjour à toutes, je suis ravie de vous accueillir ici pour cette première table ronde de Girls in Food en partenariat avec Italie, avec Amandine de Souza qui a la gentillesse de nous accueillir ici pour cette première édition. C'est aussi aujourd'hui le premier anniversaire de Girls in Food. Girls in Food a été lancé il y a un an aujourd'hui, donc c'est chouette de pouvoir se réunir pour ce premier anniversaire ensemble. Surtout chez Italie Paris, dans ce magnifique lieu entouré de tous ces beaux produits italiens. Donc un grand merci Amandine de nous accueillir chez vous. On va commencer par un petit tour de table pour présenter les différentes invitées. Je commence par vous Amandine. Donc vous êtes directrice générale d'Italie Paris. Alors si on retrace un petit peu votre parcours, on va revenir à vos études. Donc, vous avez un parcours d'excellence, on peut le dire, un parcours classique qui a commencé à l'ESCP. Vous avez fait d'abord du consulting avec une spécialisation dans la distribution, en particulier alimentaire. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur cette partie-là de votre parcours professionnel, de votre carrière ? J'ai eu l'occasion, c'est vrai, après quelques années de conseil en stratégie, de rejoindre le groupe Casino, où j'ai travaillé sur les produits, alors d'abord essentiellement non alimentaires et ensuite alimentaires. Notamment, je gérais les bureaux de sourcing à travers le monde, où j'allais chercher les crevettes, le poisson au Vietnam, en Thaïlande, à importer pour les différents pays du groupe. J'ai vraiment aimé pouvoir travailler au cœur de la distribution alimentaire. C'est vrai que c'est parfois un peu décrié sur leur méthodologie, mais c'est aussi ces entreprises-là qui nourrissent les Français. Donc c'est vrai que j'ai pu voir les évolutions sur toutes les grandes tendances de fond, notamment le développement du bio. Et ça me plaisait d'être au cœur du dispositif pour essayer de faire évoluer les choses. Parce que voilà, on se nourrit 3 fois par jour, donc je trouvais important d'aussi pouvoir agir au sein de l'intérieur. De l'intérieur, exactement. C'est vrai que l'alimentation, c'est une question centrale pour tout le monde, pour l'environnement. Aujourd'hui, vous êtes donc directrice générale d'Italie Paris. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce lieu, vos fonctions ?
J'ai rejoint donc le groupe Galeries Lafayette qui a la franchise de Italie. Donc on a ouvert le premier Italie Paris-Marais ça fera bientôt 2 ans. On fêtera notre anniversaire en avril. Et c'est un concept qui est né en Italie par Oscar Farinetti. C'était le 39e, celui de Paris. On a la volonté d'en ouvrir d'autres d'ailleurs en France dans les mois ou années à venir, en prospection. Et donc on propose, on espère, le meilleur de la cuisine italienne autour de produits d'épicerie, mais aussi de points de restauration. Bon, là, ils sont malheureusement fermés depuis de nombreuses semaines. Et donc on a des chefs italiens qui cuisinent sur différents espaces, la palette de produits italiens. C'est vrai qu'à Paris ou en France, on connaît très bien les pâtes et la pizza, mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses, donc ils font découvrir ça. Et puis là où on est aujourd'hui, c'est l'école de cuisine. C'est très important dans le dispositif. Les piliers de l'Italie, c'est Eat, Shop and Learn. Et donc, on a aussi les chefs qui proposent à nos clients de leur faire découvrir la cuisine italienne et d'apprendre les bases ou des choses plus sophistiquées pour pouvoir refaire à la maison ces plats où on peut en fait tout acheter. Donc les produits de l'épicerie se consomment au resto ou se consomment après les cours de cuisine. C'est aussi une manière, je suppose, de découvrir des produits nouveaux, des produits qu'on ne connaît pas en apprenant à les cuisiner. Exactement. Et puis vraiment la volonté d'Italie, c'est un concept autour du slow food où on veut être le plus direct au consommateur des producteurs et donc c'est que des produits que normalement vous n'allez pas ou peu trouver dans le reste de la distribution alimentaire. Il y a un vrai travail fait par Italie de sélection de producteurs italiens où on va chercher le meilleur de chaque savoir-faire de toutes les régions. Donc c'est ça la richesse aussi du concept. Ok. Alexia Duchesne, chef. On va revenir un petit peu aussi sur votre parcours. Vous êtes orientée très jeune vers la gastronomie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Comment est née cette passion? Moi, j'ai toujours aimé cuisiner, mais surtout passer du temps à table avec ma famille, mes parents qui cuisinaient beaucoup le week-end. Ouais. Et assez jeune, en fait, je me suis dit que j'étais pas mauvaise à l'école, mais je me voyais pas rentrer dans des grandes écoles ou quoi que ce soit. Et donc, je me suis dit, au lieu de faire un parcours peut-être un peu moyen et puis pas forcément percer dans quelque chose de particulier, je me suis dit, pourquoi pas essayer dans une filière qui est peut-être moins regardée, peut-être moins, en tout cas, à la mode à l'époque. Et il y avait une école de cuisine juste à côté, et je me suis dit que j'allais tester et qu'au pire, je redoublerais et je partirais si jamais ça va pas. Et puis au final, j'ai pris beaucoup de passion dans ce métier. J'ai eu des professeurs qui m'ont vraiment poussée à aller plus loin et à avoir une réflexion assez tôt sur la cuisine et que c'est pas juste faire à manger, mais c'est plein d'autres choses, quoi. Ok. Et ensuite, vous avez une expérience assez cosmopolite, puisque vous avez commencé chez Taïwan, je crois, mais vous êtes ensuite allé à Londres chez Frenchy, Covent Garden, ensuite chez Studio à Copenhague, avant de revenir à Paris chez Passerini. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Pourquoi avoir opté pour l'étranger? Est-ce que c'est une question d'opportunité? Est-ce que vous aviez toujours ça en tête? Moi, je suis moitié anglaise. J'ai grandi dans une famille où tout le monde vient d'ailleurs. Même mon père, qui est français, a beaucoup voyagé. Il a vécu aux États-Unis et tout. Donc, ça a toujours été important pour moi de voir autre chose. Pas forcément juste pour la cuisine, bien sûr. Ça m'intéressait de voir les différentes cuisines, mais aussi une différente façon de voir les choses, surtout au niveau du management. Je me rends compte qu'en Angleterre, on manage les gens de façon complètement différente qu'en France. Ah, ça, c'est intéressant. On ne se rend pas forcément compte. Ouais. Et en fait, on est beaucoup plus à l'écoute. On comprend un peu plus les demandes des cuisiniers, que les horaires sont un peu longs. Donc, on essaye d'accommoder un peu les emplois du temps pour que tout le monde s'y retrouve. Et on se rend compte qu'au final, l'équipe est plus heureuse, il y a moins de turnover, plein de choses. Oui, il y a des bénéfices réels. Ouais. Et donc, pour moi, c'était important de voyager, de voir un peu ce qui se passe ailleurs pour ensuite décider dans le futur où je m'installerai. D'accord. Donc la question reste ouverte. Je pense partir à l'étranger, mais d'ici quelques années. Ouais. Oh, ok. Ensuite est arrivée l'expérience Top Chef. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé? Est-ce que vous aviez déjà pensé à le faire avant qu'on vienne vous chercher? Moi, la télé, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée parce que avant de faire de la cuisine, je fais pas mal de théâtre et j'aime bien ça. Après, Top Chef, c'est pas du cinéma, c'est quand même
une émission de cuisine. Et ça faisait 3 ans qu'il m'appelait. Je me suis dit qu'au bout de 3 ans, je me sentais un peu plus confiante dans ma cuisine. Et j'avais l'impression de vraiment pouvoir véhiculer un message, parce que je pense que Top Chef, il faut savoir pourquoi on le fait et avoir un vrai goal. Ouais. Et donc moi, je voulais vraiment véhiculer des valeurs de cuisine qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en Top Chef, donc plutôt autour des produits locaux français, essayer d'avoir une vraie démarche et de comprendre le produit. Donc c'est vrai que nous, on a tourné en pleine saison, on était en octobre-novembre. Donc moi, j'ai jamais utilisé de tomates dans Top Chef. Enfin, j'ai essayé vraiment de respecter la saison. De respecter la saison, même si au final c'est tourné et c'est diffusé très tard, plus tard et les gens ne le voient pas à la télé, mais c'est ma démarche et je pense que ça s'est ressenti dans ma cuisine. Ouais. Et c'est peut-être ça qui a fait que je suis allée un peu loin. Et au final, je suis assez contente d'avoir fait Top Chef parce que ça m'a ouvert beaucoup de portes et ça me permet de rencontrer, de faire des choses différentes et aussi d'avoir un quotidien qui est différent tous les jours. Ouais, parce que c'est vrai que depuis Top Chef, vous avez une actualité très dense, très riche. Vous avez ouvert un restaurant Dacha Underground, vous avez fait une résidence chez Allard, vous faites du consulting, vous avez sorti un livre aussi. Ouais. Est-ce que racontez-nous un peu. Dacha, donc j'étais chef du restaurant, c'était pas le mien, mais j'ai été assez impliquée rapidement dans toute l'élaboration, de la création du concept de restauration. Et avec le Covid, tout ça, ça s'est fini assez tôt. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment papillonner et faire plein de choses différentes. Je me rends compte que souvent, en tout cas pour moi, la stabilité, ça renferme un peu ma créativité. La routine. La routine. Donc c'est vrai que le fait de faire Dacha, ensuite d'avoir complètement changé de concept et de faire le Wanderlust tout l'été, de faire de la street food, puis ensuite aller chez Allard et faire une cuisine plus classique française. Ouais. Je trouve que ça me stimule et ça me permet de faire de la recherche, d'aller un peu plus loin dans ma réflexion et de tâter des cuisines qui ne sont pas forcément ma zone de confort. Donc ça c'est assez chouette. Ouais. Ok. Anne Lizin, vous êtes la directrice des rédactions du magazine Le Chef et du magazine Turiès, entre autres. Donc vous avez, après des études de droit, vous avez exercé comme juriste pendant quelques années, avant de rejoindre l'entreprise familiale, donc un groupe de presse spécialisé dans la gastronomie. Donc ce groupe de presse est donc de la presse plutôt professionnelle avec un magazine grand public qui est Turiès. Parlez-nous un peu justement de votre métier. Tout est dit là déjà, pas grand-chose à dire. J'ai effectivement été juriste pendant 7 ans et j'ai rejoint une entreprise que mon père a créée il y a une 40aine d'années, qui est de l'édition de presse, dans un univers assez restreint qu'est la restauration, mais qui en fait est assez protéiforme, puisque nous on a des magazines sur la restauration collective, sur la restauration commerciale, sur l'équipement. Donc on voit forcément le côté assez prestigieux et paillette de la gastronomie, parce que Le Chef est un magazine très établi, mais j'ai aussi 6 autres magazines sur des segments bien particuliers. Donc on brosse vraiment tous les pans de la restauration. Et j'ai racheté effectivement Turiès il y a maintenant 1 an et demi, dans une année très facile pour la presse. Donc c'était un bon timing, mais en même temps c'était une bonne opportunité et parfois faut les saisir, même si le timing n'est pas forcément idéal. Donc effectivement, comme tu le disais Adeline, ça m'a apporté ce côté grand public que j'avais pas. Moi c'est une presse très professionnelle, c'est un magazine d'information sur une profession comme toutes les professions en ont, qui s'adresse à un lectorat qui n'attend pas forcément la même chose qu'un magazine grand public, alors que Turiès, on est évidemment sur un lectorat professionnel établi, mais aussi sur un gros lectorat grand public de passionnés, de gens notamment qui font qu'il y a des recettes. Des recettes, et je suis tous les jours étonnée d'avoir des gens qui m'appellent pour me dire « mais je comprends pas, il y a marqué 120 grammes et moi je l'ai fait avec 120 grammes et ça marche pas ». Alors moi, malheureusement, je suis pas chef, donc à chaque fois on essaye d'appeler les chefs pour leur dire, et on a, c'est un magazine qui fait 120 pages, il y a évidemment parfois des petites erreurs et on n'est pas... Il faut faire du SAV. La coquille est assez... ça arrive, et oui, je suis assez étonnée, les gens, et pourtant Turiès c'est des recettes assez... Enfin, pour moi qui me paraissent complètement infaisables, mais les gens y vont, donc c'est vraiment bravo à eux. Incroyable, effectivement. Donc voilà, donc c'est une entreprise de presse avec des journalistes, de la pub, enfin un côté commercial pour vendre de la publicité, les abonnements, surtout sur la partie professionnelle, mais aussi sur Turiès. Enfin voilà, tout un pan de personnalité que je gère
au quotidien. Et comment s'est fait le switch en fait? Parce que finalement, vous étiez lancé sur une carrière de juriste, vous avez baigné depuis, puisque le magazine il est plus vieux que vous, le chef, donc vous avez baigné dedans depuis votre enfance. On peut se dire, voilà, vous avez côtoyé cet univers, mais vous ne vous êtes pas orienté tout de suite vers la restauration? Non, parce que je m'étais jamais dit que je travaillerais avec mon père, que moi j'étais... je crois que les études de droit m'ont plu dans le côté structurante qu'elles représentent et que voilà, je voulais être avocate, je passais le concours, je ne l'ai pas eu. Voilà, les petites déceptions de la vie, j'ai pourtant passé 3 fois, donc je le voulais vraiment. Et on a le droit qu'elle passe 3 fois, donc ça ne s'est pas fait. Donc j'avais un petit peu voilà, c'était tracé, c'était ce que je voulais faire. Et puis à un moment donné, mon père est venu me proposer de le rejoindre et c'est toujours un peu pareil. Alexia parlait de... Enfin, il y a un moment où on a envie de tenter autre chose, et dans le terme papillonner positivement. Et je me suis dit, si j'y vais pas, je vais le regretter. J'ai pas grand-chose à perdre. J'étais déjà dans la vie active. Je me suis dit, si j'y vais 1 an et que ça ne marche pas, j'aurais pas bêtement, j'ai pas de trou dans mon CV. J'ai juste bossé dans une entreprise et ça n'a pas marché. Bien sûr. Donc j'ai tenté, je me suis dit l'aventure peut être belle parce qu'évidemment quand on tente ce genre d'aventure dans une entreprise familiale, on se dit quand même qu'on va y aller pour un certain temps. Et en fait ça s'est assez bien passé. J'aimais évidemment l'univers dans lequel j'avais plutôt baigné et encore une fois sur la partie gastronomie, c'est quand même un plaisir assez évident. Et du coup j'ai tenté 1 an, 2 ans, 3 ans et puis assez vite j'ai pris des fonctions un peu de direction et puis maintenant je suis très dans l'opérationnel. Mon père est un petit peu moins là, même si j'ai grand plaisir à travailler avec lui parce qu'il a une connaissance assez incroyable de l'univers de toute la restauration. Et c'est une chance d'avoir un puits de science à ses côtés. Donc non, ça m'a beaucoup plu. Et puis maintenant, je me dis que j'ai 38 ans et puis que je vais partir sur la route et puis que je vais y rester encore un peu. Puis maintenant, vous vous développez en fait. Vous ne faites pas que reprendre l'entreprise, vous la développez avec Curious, avec des nouveaux projets. Déjà, la crise oblige un petit peu à repenser des choses. Les formats, évidemment, les réseaux sociaux. Quand je suis arrivée il y a 8 ans, il n'y en avait pas. Je les ai créés. On a créé un podcast. Enfin voilà, il y a des projets. Alors c'est un grand terme pour. Enfin, il y a un petit peu de diversification, en tout cas tenter d'autres choses. Notre ADN, c'est la presse papier et il n'y a pas vocation à la modifier. Je pense que c'est important de garder des bases, des repères et ça ne changera pas. En revanche, voilà, broder autour, déjà c'est très enrichissant et ensuite je pense qu'il faut suivre les tendances et l'évolution des choses. Mais c'est souvent le cas, je pense, dans les entreprises familiales, parce que finalement c'est quelque chose d'assez courant dans le milieu de la gastronomie. Le fait de la transmission familiale, alors chez les artisans, parfois chez les chefs, les restaurateurs, là finalement c'est un autre exemple. La transmission c'est un bonheur parce que tu arrives dans quelque chose de déjà établi, donc t'as pas forcément le... C'est pas que t'as pas la peur de l'échec, mais en tout cas l'échec est différent parce que c'est quelque chose d'établi. Donc tu sais que ça marche, mais ça marche dans un format. Et toi, tu as envie d'apporter quelque chose. Et puis il y a in fine un conflit de génération. Quand on travaille avec son père, on n'a évidemment pas le même âge, pas la même vision. Moi, c'est plutôt devant, lui, c'est plutôt derrière. Enfin voilà, faut trouver un peu les angles qui sont cohérents avec. Oui, l'ADN de marque, mais voilà, et en même temps qui est actuel avec le temps. Annabelle Chachmess. Bonjour Adeline. Bonjour. Vous êtes multitalent, autrice, journaliste, photographe. Vous avez commencé votre carrière donc, comme journaliste, c'était la clé d'entrée, chez Condé Nast. Exactement. Pas forcément dans le domaine de la gastronomie d'ailleurs. Non du tout. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes arrivé jusqu'à nous? Alors mon papa est journaliste, il est reporter photographe, donc pour moi la presse était une évidence globale. Le seul petit bémol, c'est que j'étais vraiment très mauvaise à l'école. J'étais pas bonne élève, mais pas parce que j'avais pas de capacité, parce que ça m'intéressait pas du tout et que la façon de m'amener le savoir n'était pas celle qui vous correspondait? Du tout, du tout. Donc en fait, j'ai été plutôt libérée, j'ai fait 6 mois de fac. Vous avez tenté? Ouais, j'ai tenté, je me suis dit, on va leur faire plaisir. Bon, ça c'est pas... Enfin, j'avais d'excellents résultats parce que pour le coup, c'était des sujets, c'était une fac d'anglais, de civilisation, donc ça me plaisait plus, mais c'était pas du tout mon truc, quoi.
Et mon papa m'a pris à travailler chez lui quelques mois, bien évidemment. Alors moi, j'ai pas eu la chance d'avoir une... on n'était pas... Enfin, c'était plus conflictuel que... Vous voyez. Donc je me suis dit... On a tous les cas de figure. C'est ça. Donc je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui et pour qui j'ai envie de travailler. Et bien, enfin, le magazine pour lequel je voulais travailler, c'était Vanity Fair. Donc je les ai appelés, je leur ai dit, voilà, je veux bien, j'avais 19 ans, ouais, à peu près. Le Vanity Fair américain. US, ouais, le bureau parisien du Vanity Fair. Et je leur ai dit, voilà, je veux travailler avec vous, quoi que je fasse, mais je veux le faire. Et je suis restée 5 ans et demi. Oui, parce que là, vous ne prêtiez pas spécifiquement de gastronomie. Non, du tout. En fait, plus généraliste, j'organisais, je faisais de la prod photo sur les grosses séances photo Vanity Fair. J'aidais aussi les journalistes qui font des gros dossiers, parce que Vanity Fair est connu pour avoir des très gros dossiers d'investigation, donc je les aidais dans leurs recherches. J'ai adoré cette période, très sincèrement. Et le next step? Le next step, ça a été ma fille. Ça a été un super step. Un next step important, ouais, c'est un super step et c'est un step qui est toujours, je sais pas comment vous le dire, mais c'est quelqu'un qui m'aide aujourd'hui dans la création et d'autant plus aujourd'hui où la période est extrêmement compliquée quand on crée. C'est une fille incroyable. J'ai une fille incroyable. Quelle chance. Ouais, c'est une grande chance. Donc après quand elle a été un peu plus grande, j'ai eu un coup de fil d'un monsieur qui s'appelle François Robot, qui était le critique gastronomique de France Soir, qui est un monsieur dur, un peu particulier parfois, mais qui m'a proposé de faire qui avait vu des photos que je faisais, et qui m'a proposé de faire les pages gastronomiques, des photos des pages gastronomiques de France Soir. C'est parti comme ça. Ça a été le tournant quelque part. Ça a été la décision de rentrer dans ce milieu, en tout cas. Et il y avait avant, vous aviez quand même, vous aviez oui, j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup. Et quel tournant, puisque depuis une quarantaine d'ouvrages. À peu près. Si je ne me trompe pas. J'ai pas réussi hier à bien répertorier tout, mais ça doit être entre 35 et 40, entre ceux que j'ai écrits en nom propre, ceux que j'ai écrits pour des gens, ceux que j'ai aidés à écrire. Oui. Ouais, c'est à peu près une quarantaine d'ouvrages. Textes, photos. Il y en a que j'ai pas du tout partagé parce que c'était des projets qui m'étaient très chers, comme la cuisine juive, qui a été un peu une psychanalyse en réalité. Donc je l'ai partagé avec personne, mais oui, c'est ça, texte photo ou photo seule ou texte seul. Ok. Et donc depuis, dans ces livres, donc des livres de chefs, je crois que le premier d'entre eux c'était Stéphanie Lequelec. Stéphanie Lequelec. Après qu'elle ait gagné Top Chef, le livre qu'elle avait gagné quand elle a gagné Top Chef, on l'a fait ensemble. Ok. Depuis, donc, dans ces 35-40 livres, encore quelques livres de chefs, des livres de recettes, exactement, des créations, des guides. Exact. Alors en réalité, je suis restée un peu fidèle à ma première idée qui était de savoir où j'avais envie d'aller travailler, qui était Vanity Fair. Quand j'ai fait des livres, j'ai jamais fait de livres parce qu'on m'a demandé de les faire. C'est-à-dire que j'ai toujours fait les livres qui me manquaient. C'est-à-dire que j'ai jamais... C'est un peu une nécessité. Enfin, oui, voilà. C'est un désir en tout cas. Dans les derniers, par exemple, j'en ai fait un sur les plats mijotés. Oui. Mais parce que j'adore faire des plats mijotés et qu'au pire on a une 50aine de recettes qu'on va avoir et moi quand j'en ai fait le tour hyper rapidement, donc je me suis dit je veux un gros livre et j'en ai fait 150, donc voilà, c'était bien. J'ai fait un livre aussi que j'ai adoré faire qui s'appelait Plat de chef à la maison. Voilà, post-confinement. Post-confinement, et en fait c'est un livre, je me suis retrouvée démunie pendant le confinement, j'avais l'impression de rien faire. Et je me suis sentie utile grâce à ce livre et grâce à ces gens qui ont participé. Et aujourd'hui, donc, en plus de ces différents projets éditoriaux, vous animez une émission de radio. Exactement. Sur RCJ. Vous travaillez toujours comme journaliste. Tout à fait. Et puis j'ai d'autres projets, mais qui sont plus trop éditos et qui sont plus dans de l'écriture au sens large et plus, mouvante. Quel teasing. Voilà. Céline Chung. Alors, vous êtes entrepreneur et restauratrice. Le début de votre parcours ressemble un petit peu à celui d'Amandine. Vous avez commencé par une école de commerce. Ensuite, vous avez travaillé dans le luxe, puis dans le conseil, avant de faire une transition, un vrai virage. Alors, comment ça s'est passé, ce changement de cap? Alors, je suis française d'origine chinoise. Et en fait, mes parents, c'est la deuxième génération d'immigrés
voilà, de Chinois en France. Et en fait, ils ont pris une boutique pas très loin d'ici, voilà, rue Saint-Méry, que mon grand-père avait montée. Donc ils ont vraiment investi voilà, le cœur du 3e arrondissement donc, à l'époque. Et en fait, j'ai toujours grandi dans les cartons du magasin de mes parents. Donc ils tenaient une maroquinerie. Donc depuis que je suis petite, je suis dans les cartons et en fait je suis sur le floor. Enfin, je suis en retail. Et donc je voyais des clients tous les jours. Donc le commerce, ça vous parle? Le commerce, ça me parlait. Et je pense que voilà, mes parents ont voulu pour moi une carrière, ils rêvaient pour moi d'une carrière voilà, dans des grandes entreprises françaises. Et du coup, c'est un peu le parcours que j'ai suivi. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai atterri dans le luxe parce que j'aimais le savoir-faire français. C'est comme ça que j'ai atterri dans le conseil aussi parce que j'aimais mener des missions différentes pour des secteurs d'activité différents. Je trouvais que c'était hyper stimulant. Et en fait, au bout de 2 ans de conseil, je me suis rendu compte que je commençais à m'ennuyer parce que toutes les missions que je faisais pour des grosses boîtes me parlaient pas, enfin ne faisaient pas du tout sens pour moi, ne me passionnaient pas. Du coup, j'ai commencé une longue introspection et réflexion sur les projets en fait, qui, moi, me tenaient à cœur et ce que moi, j'avais envie de partager avec la société et comment me rendre utile. Et donc, j'ai commencé en fait, à écrire des idées de projets sur un carnet parce que je sentais que je voulais monter un projet qui me tenait à cœur. Et en fait, 6 idées sur 10 étaient autour de la food. C'est un signe. Voilà, exactement. Donc il n'y avait pas forcément des restaurants. Enfin, il y avait le restaurant, mais il y avait aussi des projets de traiteurs. Enfin, il y avait plein de projets différents. Et en fait, je me suis rendu compte que la cuisine, c'était hyper important pour moi parce que ça faisait partie de mon histoire, une histoire liée à ma culture. C'est-à-dire qu'en Chine, on témoigne très peu de ses émotions. On ne dit pas je t'aime, on ne fait pas de câlins. On a des rapports qui sont très distanciés en fait avec nos émotions et nos sentiments. Par contre, on partage notre amour et on prend soin des autres grâce à la cuisine. D'accord. Et c'est vraiment en fait comme ça que mes parents et toute ma famille en fait nous témoignaient de l'amour en nous disant qu'est-ce que tu veux manger, t'as bien mangé, t'as faim. Et en fait, on me proposait à manger tout au long de la journée. Et en fait, c'était vraiment un moyen de témoigner finalement de l'amour. Et donc, je pense que c'est comme ça que j'ai compris que la cuisine était hyper importante dans ma vie. Et finalement, dans ma quête d'identité, je voulais aussi retransmettre cet amour de la cuisine avec les Parisiens. Et je pense que je voulais également faire un pont en fait entre mes 2 cultures. Du coup, je trouve que le restaurant c'était un peu le lieu parfait pour partager la culture chinoise avec la France, quoi. Et donc dans ce projet, c'était donc travailler. Voilà, on le sent, vous aviez cet intérêt pour la food, mais également un souhait d'entreprendre. Oui, complètement. Je pense que je nourrissais en moi cette envie de monter un projet qui était propre. D'ailleurs, mes parents voulaient que je reprenne leur magasin. Donc voilà, c'est aussi... On aurait pu avoir une histoire de transmission familiale. Pour faire des ponts. Et en fait, je crois que j'ai toujours voulu monter mon propre projet. Un projet en tout cas qui me ressemble. Et donc j'aurais dit plusieurs fois non. C'était assez difficile de leur dire que, que je voulais pas reprendre leur entreprise et que je voulais plutôt créer la mienne. Et donc du coup ça a été le parcours, quoi. Alors aujourd'hui vous êtes à la tête de Bao Family. Oui. Un groupe avec plusieurs établissements, plusieurs restaurants, Petit Bao, Gros Bao. Mais avant ça, avant de vous lancer vraiment, il y a une étape intermédiaire que je trouve très intéressante et je pense qu'il y a des leçons à en tirer pour des auditeurs qui eux aussi souhaiteraient se lancer, soit se reconvertir, soit se lancer dans l'entrepreneuriat, dans le domaine de la gastronomie. Oui, alors en fait il faut savoir que quand j'ai démissionné du conseil, j'ai démissionné, donc pas de chômage, rien, donc je me suis retrouvée à mener une vie confortable, à plus rien, voilà, à recommencer de zéro. Ce qui s'est passé, c'est que je connaissais pas du tout le milieu de la restauration, personne de ma famille ne travaillait là-dedans, personne de mon entourage en fait baignait là-dedans. J'avais besoin d'aller rencontrer des restaurateurs et rencontrer des entrepreneurs dans la restauration pour mieux comprendre leur métier. Et donc c'est comme ça que j'ai contacté les fondateurs de Paris New York. Et en fait, je leur ai demandé si je pouvais être serveuse chez eux. Donc en fait, j'ai commencé à vendre des burgers dans leur restaurant à Oberkampf. Et l'idée, c'était en fait d'apprendre
Ah oui, en fait, je voulais apprendre, je voulais vraiment voir comment se gérait un restaurant de l'intérieur et comment on faisait un service, parce que je ne connaissais pas le métier. Et ensuite, en discutant avec le fondateur, il m'a très rapidement proposé un poste de bras droit, donc pour les accompagner dans le développement de leur restaurant. Donc finalement, je me suis occupée du marketing, de la RH, de la finance. J'ai ouvert le restaurant à Pigalle. Ça a été 1 an en fait de formation très très intense. Et au bout d'1 an, en fait, moi, j'avais qu'une envie, c'était de monter Petit Bao, parce qu'en fait, le projet tournait dans ma tête pendant. Il commençait à s'affiner. Il s'affinait en fait. En fait, je travaillais pour eux, où je m'éclatais, mais en fait, dans ma tête, en parallèle, je montais Petit Bao, quoi. Et du coup, j'avais qu'une envie, c'était de le lancer. Et ce qui est marrant, c'est qu'un mois avant de les quitter, c'est eux qui m'ont fait rencontrer Billy, mon associé. Lui aussi voulait changer un peu la vision des restaurants asiatiques à Paris, et on s'est très vite entendu sur notre vision. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est de partir tous les deux à Shanghai pendant 1 mois pour prendre des cours de cuisine. Pour moi, c'était hyper important de maîtriser la cuisine. J'avais maîtrisé, on va dire, les ouvertures de restaurants, comment gérer une salle. Par contre, la partie cuisine, j'étais encore un petit peu éloignée, et moi, j'avais vraiment besoin de comprendre, et aussi de comprendre les fondamentaux de la cuisine chinoise. Et du coup, on a pris des cours avec des chefs, des maîtres wok, des maîtres bao. On a fait des nouilles maison, et en fait, à Shanghai, c'est là où j'ai établi justement les 60% de la carte. La recette des aubergines ronches, elle est folle, cette recette. Voilà, viens pour ce voyage à Shanghai. Et en fait, ça m'a aussi permis avec Billy de tester notre association, parce qu'on ne se connaissait pas du tout avant. Et en fait, une association, c'est un peu comme un mariage, c'est comme un couple. Oui, c'est ça. Voilà, donc il fallait mieux se connaître. Exactement. Et du coup, passer 1 mois ensemble en voyage, tous les jours à se côtoyer 7 sur 7, à faire des cours de cuisine et à se balader à faire tous les boui-boui chinois, trop bien. C'était vraiment en tout cas une expérience fondatrice de la construction du projet. Et dès qu'on est rentré de Shanghai, on s'est mis à la recherche d'un local. Et en fait, en 3 semaines, on a trouvé le local rue Saint-Denis, donc qui est Petit Bao aujourd'hui. Et de Petit Bao à Gros Bao, il s'est pas passé tant de temps que ça. C'était une success story super impressionnante. Oui, ça allait super vite. Je pense que Petit Bao, en fait, on a été très très surpris par l'engouement qu'il y a eu autour du restaurant. On ne s'attendait pas du tout à ce que ça plaise autant aux Parisiens. Vraiment, on a été très très surpris, et ça a été la folie. Vraiment, les 3 premiers mois d'ouverture, il y a eu la queue au bout d'1 semaine, et en fait, on ne s'attendait pas du tout à ça. C'était vraiment la folie. Je pense qu'on a été pris dans c'était l'adrénaline, en fait. Vraiment, tous les jours, je bossais 7 sur 7, tous les jours, c'était la folie. Et en fait, dans cette énergie-là, on s'est dit, il y a un truc à faire. Nous, moi je rêvais déjà d'un espace plus grand, comme les cantines à Hong Kong, parce que j'ai beaucoup voyagé en Asie, et ça me fait rêver, ces espaces immenses, à proposer plein de plats de la cuisine chinoise. Et voilà, donc je rêvais déjà d'un nouveau projet. Et donc on est tombé sur cette opportunité de local pour Gros Bao. Et en fait, moi j'avais très très envie de le faire. Tous mes amis restaurateurs m'ont dit, mais t'es folle, c'est trop tôt, c'est beaucoup trop grand, c'est pas du tout... gérer un resto de 150 places, c'est pas du tout la même chose que gérer un resto de 50 places. Ouais. C'est vrai qu'en termes d'échelle, c'était vraiment un saut, un gap important. Ah oui, c'était énorme. Et après, je pense que voilà, moi je suis une rêveuse, et donc et j'aime bien les défis, et du coup on a décidé de se lancer, et c'est comme ça que ça s'est fait. Ok. Et si je peux juste me permettre, bien sûr. Gros Bao, elle l'a ouvert entre le premier confinement et le deuxième confinement. Ça, je l'ai au téléphone, elle me dit, ouais, non mais tu vas voir, ça va être super. Moi en PLS complète absolue. Et je me dis, mais c'est pas grave, je serai l'amie qui sera là pour la soutenir et l'aider quand ça ira pas. Mais en fait, elle dit pas, mais c'est quelqu'un d'incroyablement fort, en fait. Absolument. Mais déjà pour avoir cette ambition, se sentir aussi les épaules pour se lancer dans quelque chose de beaucoup beaucoup plus grand, puis dans un contexte qui est pas évident, mais on va revenir dessus. Mais oui, après moi je pense que je crois que j'essaie d'oublier mes peurs. C'est-à-dire qu'en fait à chaque fois que j'ai peur, je me dis que il y a sûrement quelque chose de bien à faire. Il y a quelque chose à creuser. Et donc en fait j'essaie toujours de traverser ce moment-là, qui est pas facile, c'est sûr. Mais après, je pense que quand on a des envies, des désirs, tout est possible. Ouais. Et donc, j'essaie de suivre ce flow-là. Ouais. Vous êtes un super exemple, en tout cas, d'entrepreneur.
Après ce premier tour de table, je vous invite à découvrir le fruit des échanges de nos invités dans la partie 2 de l'épisode.